Hello, Brooke. I'm working on my album. I just wanted to say hello, and I hope I get to see you soon. Just a brief message on video. Goodbye. Imaginez un instant la scène. Nous sommes en 1993, devant des dizaines de millions de téléspectateurs fascinés, alors que l'homme le plus célèbre et le plus insaisissable de la planète s'assoit face à Oprah Winfrey. À la question fatidique de savoir qui partage sa vie, Michael Jackson, d'une voix douce et presque tremblante, lâche un nom qui fait l'effet d'une bombe, Brooke Shields. Le roi de la pop et l'icône absolue de la beauté américaine formeraient donc le couple le plus glamour, le plus secret et le plus inattendu d'Hollywood. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette déclaration cachait une réalité infiniment plus sombre, plus complexe et plus déchirante qu'une simple romance de papier glacé? Étaient-ils vraiment amants ou prisonniers d'une illusion médiatique qu'ils avaient eux-mêmes façonnée pour survivre? Avez-vous déjà ressenti cette solitude immense, celle qui vous broie le cœur au milieu d'une foule en délire? C'est exactement ce que vivaient quotidiennement ces deux êtres que tout semblait opposer, mais que l'univers avait décidé de faire entrer en collision. Pour comprendre la véritable nature de la relation entre Michael Jackson et Brooke Shields, il faut remonter le temps. Loin des caméras d'Oprah Winfrey, loin des portes dorées de Neverland, il faut plonger dans la nuit la plus scintillante de l'année 1981. Nous sommes à la cérémonie des Oscars. Michael a 22 ans. Il n'est pas encore le monstre sacré de Thriller, mais il est déjà une superstar mondiale adulée par des millions de personnes. Ce soir-là, il est accompagné par la légendaire Diana Ross, sa mentor, son amie, son idéal féminin. La salle est remplie de l'élite d'Hollywood, une mer de diamants, de smoking et d'ego démesurés. De l'autre côté de la pièce, une adolescente de 15 ans observe la scène avec curiosité mêlée d'appréhension. C'est Brooke Shields. Elle est le visage de l'Amérique, la jeune fille dont la beauté irréelle et presque intimidante tapisse les murs du monde entier. Poussée par sa mère et manager, la redoutable et omniprésente Terry Shields, Brooke prend une grande inspiration. Elle traverse l'océan de célébrités, s'approche de Michael et, avec toute l'audace et la désinvolture de la jeunesse, lui demande tout simplement s'il souhaite danser avec elle. La réaction de Michael? Il fond, littéralement. Il révélera bien plus tard, avec cette candeur qui le caractérisait tant, que les photos de Brooke couvraient déjà les murs et les miroirs de sa propre chambre. Ce soir-là, sur la piste de danse, sous les lumières stroboscopiques et les regards envieux de la haute société californienne, quelque chose de magique et d'indéfinissable se produit. Ce n'est absolument pas le début d'une passion charnelle, non. C'est la rencontre fulgurante de deux âmes profondément perdues qui reconnaissent instantanément leur propre reflet dans les yeux de l'autre. Mais pourquoi cette connexion a-t-elle été si immédiate, si viscérale, si indestructible ? Posez-vous la question. Que se passe-t-il lorsque l'on vous vole votre enfance avant même que vous n'ayez eu le temps de comprendre ce qu'est un jeu? Michael et Brooke partageaient un traumatisme indisible, une blessure invisible que le grand public refusait catégoriquement de voir. D'un côté, nous avons Michael, un petit garçon battu, humilié, poussé sur scène sous les coups d'un père tyrannique, Joe Jackson, privé de la moindre seconde d'innocence. Dès son plus jeune âge, il devait chanter dans des clubs sordides, entouré d'adultes, observant des choses qu'aucun enfant ne devait jamais voir. De l'autre côté, nous avons Brooke, hypersexualisée dès son plus jeune âge, propulsée star du cinéma controversé avec le film La Petite alors qu'elle n'avait que 12 ans, jouant le rôle d'une enfant prostituée sous le regard implacable, contrôlant et souvent toxique de sa propre mère. Il n'avait jamais eu d'amis normaux, il n'avait jamais connu la cour de récréation, les secrets chuchotés sous la couette à la lueur d'une lampe torchée, la légèreté absolue de l'insouciance. Alors quand ils se sont trouvés au milieu de ce bal des vanités, ils ont fait ce que n'importe quel survivant ferait, ils ont recréé ensemble l'enfance qu'on leur avait brutalement arrachée. Leur relation s'est construite sur une fondation de souffrance partagée et de compréhension mutuelle que personne d'autre dans le haut Hollywood ne pouvait effleurer. C'est là que réside le cœur fascinant du mystère. Les tabloïds du monde entier, assoiffés de scandales, de rumeurs et de romances croustillantes, les ont traqués sans relâche. Durant les années 80, nous les voyons partout. Ils arpentaient les tapis rouges main dans la main, leurs sourires éclatants illuminant les unes des magazines du monde entier. Ils étaient le couple doré de l'Amérique, la fusion parfaite entre le génie de la pop et la beauté absolue.
Mais derrière les portes closes, loin des flashs aveuglants des paparazzi, la réalité était d'une pureté presque déconcertante. Ils ne se comportaient pas comme des amants dévorés par la passion, mais comme des enfants espiègles cachés dans une forteresse pour échapper aux adultes malveillants. Brooke racontera plus tard, avec une nostalgie palpable, comment il passait des heures entières à regarder des dessins animés, à manger des bonbons jusqu'à avoir mal au ventre, à rire aux éclats pour des absurdités monumentales. Michael, le génie musical qui portait le poids écrasant de l'industrie du divertissement sur ses frêles épaules, trouvait auprès de Brooke une absolue paix. Elle ne le jugeait pas, elle ne lui demandait rien, elle ne voulait ni son argent astronomique, ni sa gloire mondiale, car elle possédait déjà les siens. Avec elle, il n'était pas le roi de la pop, il était juste Michael. Et pourtant, avec le temps qui passe, avec la pression qui s'intensifie, une dynamique complexe et parfois étouffante s'est installée, brouillant dangereusement les frontières entre l'amitié platonique inconditionnelle et l'obsession romantique idéalisée. Michael voulait plus, ou du moins, il pensait sincèrement vouloir plus, car pour lui, l'amour était un concept aussi flou qu'effrayant. Comment aimer quelqu'un de façon saine quand on ne vous a appris qu'à performer pour obtenir de l'approbation? Comment donner son cœur quand on a passé sa vie entière à se protéger des prédateurs, des profiteurs et des vampires d'Hollywood? Au fil des années, l'attitude de Michael s'est modifiée et il a commencé à formuler des demandes troublantes. Il a demandé Brooke en mariage, non pas une seule fois, mais à de multiples reprises, lui offrant même une bague en gage d'engagement éternel. Il lui a même proposé, le plus sérieusement du monde, d'adopter un enfant ensemble pour sceller leur union inclassable. Imaginez cette scène poignante et presque surréaliste, le roi de la pop, l'homme le plus adulé, le plus riche et le plus célèbre de la planète, suppliant sa meilleure amie de fonder une famille avec lui, non pas par désir charnel enflammé, mais par une soif désespérée, une faim vertigineuse de sécurité émotionnelle. « La façon dont ton cœur fonctionne est ce que je veux dans ma vie », lui disait-il avec une vulnérabilité désarmante. Mais Brooke, avec la sagesse étonnante d'une jeune femme qui luttait elle-même pour se construire une vie normale et authentique, savait toujours poser des limites nécessaires. Elle lui répondait avec une tendresse infinie, refusant de briser son cœur tout en protégeant ardemment le sien. « Tu auras toujours mon cœur, Michael. Nous n'avons pas besoin de nous marier ou d'adopter un bébé. Je veux tomber amoureuse, me marier et avoir mes propres enfants d'une façon traditionnelle. » Elle comprenait, avec une lucidité douloureuse, que la vision de l'amour de Michael était celle d'un conte de fer éthéré, une tentative désespérée de figer le temps, de cristalliser un bonheur factice pour échapper à la solitude rongeante qui l'engloutissait peu à peu. Pendant que Brooke luttait avec acharnement pour s'échapper de l'emprise hollywoodienne en intégrant la prestigieuse et très sérieuse université de Princeton, cherchant à tout prix la normalité, étudiant assidueusement la littérature française, allant des matchs de football américain le week-end et vivant dans un dortoir exigu comme n'importe quelle étudiante, Michael, lui, s'enfonçait inexorablement dans le mythe écrasant qu'il s'était lui-même créé. Il bâtissait Neverland, son paradis artificiel gigantesque, une immense propriété isolée dans les collines de Santa Barbara, un sanctuaire démesuré doté d'une grande roue signaline, d'un zoo exotique, d'un cinéma privé et d'un train à vapeur rutilant, où il pourrait rester un enfant pour l'éternité, loin des regards moqueurs et des jugements cruels. Ce décalage fondamental de trajectoire de vie a inévitablement creusé un fossé silencieux mais d'une profondeur abyssale. Brooke, par la force de sa volonté, découvrait le monde réel et complexe, les relations étudiantes imparfaites, les peines de cœur ordinaires, les défis du quotidien qui forgent le caractère. Michael, lui, devenait de plus en plus dramatiquement isolé, entouré d'une cour oppressante de flatteurs professionnels, d'avocats et de managers intéressés, se métamorphosant physiquement et psychologiquement aux yeux d'un public fasciné et souvent impitoyable, s'enfermant à double tour dans une prison dorée et somptueuse dont il avait lui-même, tragiquement, jeté la clé dans l'abîme de sa propre célébrité. Lorsque la fameuse interview avec Oprah Winfrey a eu lieu en 1993, cette interview historique où Michael a clamé haut et fort devant l'univers entier qu'ils sortaient ensemble, ils n'étaient en réalité déjà plus aussi proches qu'avant.
Alors pourquoi a-t-il menti avec un tel aplomb devant des millions de personnes? Pourquoi a-t-il brandi le nom de Brookshield comme un bouclier protecteur devant l'Amérique tout entière? Était-ce pour faire taire d'une fois pour toutes les rumeurs persistantes et malveillantes sur sa sexualité et son excentricité de plus en plus marquée? Était-ce une façon de s'accrocher désespérément à l'image rassurante de la beauté américaine classique pour normaliser son image publique en pleine déliquescence? Ou était-ce, plus tragiquement encore, l'expression de son amour inachevé, une façon pathétique et touchante de vivre par proximie la romance qu'il n'avait jamais pu concrétiser avec elle? Brooke elle-même fut profondément surprise, presque choquée par ces déclarations télévisées inattendues, mais par une loyauté absolue, par un amour profond et inconditionnel pour son ami gravement blessé par le système, elle n'a jamais cherché à l'humilier publiquement, préférant garder un silence digne pour protéger des loups médiatiques qui encerclaient déjà Neverland. Leur éloignement physique et quotidien est hélas devenu inévitable. Les années 90 ont apporté leur lot de tourmentes dévastatrices. Michael a traversé des tempêtes judiciaires atroces, des accusations terribles qui l'ont littéralement brisé de l'intérieur, détruisant son âme morceau par morceau, l'obligeant à s'appuyer sur des médicaments destructeurs. Il s'est marié brièvement et de façon théâtrale avec Lisa Marie Presley, la fille d'un autre roi mythique, Elvis, comme pour chercher une nouvelle âme sœur, une autre princesse de la royauté du divertissement capable de comprendre le fardeau monstrueux de la couronne. Puis est venu le mariage avec Debbie Rowe, purement pour engendrer une descendance. De son côté, Brooke a tracé son propre chemin vers la lumière, cherchant l'amour authentique et la stabilité qu'elle désirait tant, se mariant avec le célèbre joueur de tennis Andre Agassi, puis trouvant la paix en fondant une famille avec le scénariste Chris Henshey. Leurs chemins se sont séparés, leurs appels téléphoniques nocturnes interminables se sont espacés. La cruelle réalité de la vie adulte a fini par briser définitivement la bulle d'innocence qu'ils avaient si minutieusement construite. Pourtant, malgré la distance kilométrique, malgré le poids des années et des tragédies, le fil invisible qui reliait leur cœur n'a jamais été totalement rompu. Il y avait toujours entre eux une compréhension silencieuse, une tendresse indélébile gravée dans le marbre immuable de leurs jeunes années communes. Et puis est arrivé ce jour fatal, ce jour maudit que personne n'avait vu ou voulu voir venir. Le 25 juin 2009, le monde s'est arrêté de tourner, le temps s'est figé sur les horloges de la planète entière. La nouvelle terrifiante de la mort soudaine de Michael Jackson a frappé la conscience collective comme une onde de choc d'une violence sans précédent, provoquant une hystérie planétaire et un chagrin mondial. Pour des millions, des milliards de fans inconsolables à travers le globe, c'était la perte d'une icône musicale inégalée. Mais pour Brooke Shields, assise chez elle, pétrifiée par la nouvelle, l'écran de télévision brouillé par ses larmes, c'était la perte d'une partie de son propre reflet. C'était la disparition brutale et injuste de ce petit garçon effrayé avec qui il riait à gorge déployée, caché du monde. Lors de la grandiose et poignante cérémonie commémorative organisée au Staples Center à Los Angeles le 7 juillet 2009, des dizaines de personnalités influentes, de politiciens et de légendes de la musique se sont succédés pour rendre un hommage vibrant au génie disparu. Mais quand Brooke Shields est montée sur scène, s'avançant vers le micro d'un pas chancelant sous les lumières crues, l'atmosphère de la salle a radicalement changé. Le monde entier a soudainement retenu son souffle. En larmes, la voix brisée par une douleur abyssale et une tristesse infinie que rien ne semblait pouvoir apaiser, elle n'a pas parlé de la légende intouchable de la musique, ni du danseur révolutionnaire qui a brisé les barrières raciales. Elle a parlé de son ami intime. Elle a ouvert son cœur brisé et a révélé au monde la vraie nature, complexe, pure et lumineuse de leur relation, la décrivant avec une justesse poignante comme la plus naturelle et la plus facile de ses amitiés. Elle a partagé avec une incroyable pudeur des anecdotes merveilleuses que seul un être intime pouvait connaître, se remémorant comment elle se moquait ouvertement de lui et de ses tenues extravagantes. Qu'est-ce que c'est que ce gant, lui avait-elle lancé en éclatant d'un rire sincère lorsqu'il arborait pour la première fois son célèbre gant blanc incrusté de paillettes. Et Michael adorait ça. Il adorait qu'elle le taquine, qu'elle le ramène brusquement sur terre. Elle était l'une des très rares personnes sur cette planète à ne pas le traiter comme une divinité, un distributeur de billets inépuisable ou un phénomène de foire effrayant, mais simplement comme un être humain imparfait, digne d'affection et de respect. Dans un silence religieux, alors que les larmes coulaient silencieusement sur les visages de milliers de spectateurs dans l'arène et de millions d'autres derrière leurs écrans, Brooke a prononcé des mots qui résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire de la culture populaire avec une intensité bouleversante.
Elle a rappelé à l'audience émue que la chanson préférée de Michael n'était pas l'un de ses chefs-d'œuvre interplanétaires, mais la chanson Smile, un morceau d'une mélancolie douce et déchirante, écrit par l'incomparable Charlie Chaplin. C'était un hymne poignant à la résilience humaine, une ode à l'obligation absolue de sourire, même et surtout quand le cœur se brise en 1000 morceaux. Nous devons regarder vers le haut, où il est sans aucun doute perché sur un croissant de lune, et nous devons sourire, a-t-elle murmuré dans un souffle, offrant au monde endeuillé l'image la plus poétique et apaisante qui soit pour clore ce tragique chapitre. C'était l'adieu déchirant d'une femme à l'âme sœur qu'elle n'avait jamais voulu épouser charnellement, mais qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer d'un amour pur, chaste et inconditionnel. C'était la conclusion magistrale et infiniment triste d'une histoire que l'humanité n'avait jamais vraiment comprise, tout simplement parce qu'elle défiait dès son commencement toutes les conventions sociales et romantiques existantes. En fin de compte, si l'on cherche avec honnêteté à percer le voile épais des illusions médiatiques, quelle était la véritable essence de la relation entre Michael Jackson et Brooke Shields? C'était une connexion infiniment trop vaste, trop complexe et trop nuancée pour être vulgairement réduite à une simple étiquette de couple star ou de coup de foudre passager pour tabloïd. C'était d'abord et avant tout une tragédie moderne, shakespearienne et magnifique. Ils étaient deux prisonniers dorés de la célébrité qui, pendant un bref instant lumineux au cœur de l'obscurité terrifiante d'Hollywood, ont trouvé la clé mystique de leurs cellules respectives en plongeant leur regard dans celui de l'autre. Michael cherchait désespérément en Brooke une mère protectrice, une sœur complice, un époux idéal et un bouclier impénétrable contre un monde qu'il jugeait souvent cruel, prédateur et impitoyable. Brooke, de son côté, voyait en Michael un génie d'une vulnérabilité touchante, un confident précieux, un complice d'évasion fantastique, capable de faire disparaître la gravité. Ils n'ont pas consommé leur amour physiquement, car le consommer l'aurait doublement corrompu, l'aurait irrémédiablement exposé aux germes destructeurs de la réalité prosaïque. En refusant fermement de l'épouser, en refusant de céder à ses suppliques romantiques répétées, Brooke a paradoxalement sauvé la pureté de leur relation de la destruction totale. Elle l'a farouchement préservée de laideur inévitable du monde réel, de la brutalité cynique des divorces hollywoodiens et des désillusions amères qui transforment l'amour en haine. Elle a figé leur amour atypique dans l'ambre temporel, le rendant éternel, intouchable, infiniment sacré. Aujourd'hui encore, quand on prend le temps de regarder les images d'archives granuleuses de ces deux icônes, riant aux éclats ensemble, resplendissant de jeunesse et semblant insouciants l'espace d'un instant volé au photographe, on ne peut s'empêcher de ressentir une profonde mélancolie qui vous étreint brutalement la gorge. On y voit l'illusion éblouissante d'une perfection absolue, le mirage d'un bonheur total qui fascinait et obnubilait les masses à travers le monde. Mais derrière les paillettes étincelantes, derrière les unes de magazines tapageuses et les déclarations chocs livrées en direct à la télévision, il y avait en réalité quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus humble et de beaucoup plus triste. Il y avait simplement deux enfants effrayés, perdus dans un monde de géants avides qui se tenaient fermement la main dans le noir pour se donner courage face aux monstres sous le lit. C'est cela, la seule et unique véritable histoire de Michael Jackson et Brooke Shields. Une histoire fascinante de survie psychologique face au rouleau compresseur d'une renommée écrasante, de solitude abyssale partagée dans un silence complice et d'une amitié si extraordinairement puissante, si inclassable, qu'elle a fini par transcender la gloire éphémère, le scandale destructeur, les affres du temps et même l'inévitabilité de la mort. Ne vous y trompez jamais, ce qu'ils ont intimement partagé au cours de ces années charnières était 1000 fois plus profond, plus significatif et plus vrai qu'une simple idylle hollywoodienne de passage. C'était le reflet miroitant de deux âmes brisées qui, ensemble, envers et contre tous, ont vaillamment tenté de recoller les morceaux éparpillés de leur vie sous l'œil impitoyable, scrutateur et tragiquement incompréhensible d'un monde qui n'a jamais su et ne saura probablement jamais les comprendre.